Alors, bonjour à tous, bienvenue à la deuxième rencontre pédagogique de l'année. Avant de commencer, je voulais juste vous faire un petit rappel sur comment sont organisées ces rencontres et d'où ça vient. L'innovation pédagogique à l'ESEP, elle est pilotée par la direction des formations et elle s'appuie sur une cellule d'innovation pédagogique. Alors, cette cellule elle a pour objectif de développer les pratiques pédagogiques innovantes et d'accompagner les enseignants dans leur développement. Développer aussi les usages du numérique. Donc la cellule est là aussi pour tester tout ce qui va être outil numérique et former et sensibiliser les utilisateurs. Et on organise justement les rencontres pédagogiques pour lesquelles vous êtes présents aujourd'hui. Les rencontres pédagogiques, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'elles ont été lancées. Ça a été lancé en 2015. C'est des rencontres annuelles. La participation, ça va être les enseignants permanents, les enseignants extérieurs qui vont solliciter pour nous faire part de leur expérience, que ce soit en termes de pratiques pédagogiques innovantes ou en termes d'utilisation d'outils numériques. Voilà pour la présentation. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, de la cellule, on a des sujets annuels. Donc, on traite de sujets ponctuels, mais on traite aussi de sujets un peu plus de fond. Donc, cette année, la thématique qui est abordée, c'est la gestion des compétences. La gestion des compétences, l'évaluation des compétences, la mise en place d'outils pour l'évaluation des compétences. Et donc, il y a une synthèse qui sera faite lors du séminaire pédagogique qui est prévu fin juin 2023. Et donc, du coup, la rencontre d'aujourd'hui, c'est principalement basé sur comment profiter des modèles de langage intelligent comme ChatGPT pour nos cours. Pejman Rasti qui est présent ici et Théo Hubert qui vont nous présenter ce que c'est déjà ChatGPT, quels sont les avantages et les inconvénients dans le monde de l'éducation et surtout comment on peut en tirer parti en tant qu'enseignant. Donc c'est Théo qui commence. Exactement. Je vais lui laisser la main. Sachant que la particularité de la présentation de Pejman, ta présentation sera faite en anglais, c'est ça? Je vous dis qu'il n'y a pas d'international ici, je veux faire en français, c'est pas grave. D'accord. Ok. Parce que je veux nos collègues internationaux ne participent pas. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais me lancer un chronomètre pour pas parler trop longtemps, parce que si on est parti pour 2 heures. Donc, moi, mon but aujourd'hui, au début de cette présentation, comme l'a très bien dit David, on est 2. Moi, je vais vous présenter l'outil. Donc, c'est une présentation générale, mais je vais essayer d'en donner un petit peu, je vais essayer de donner des informations à un petit peu tout le monde, celles et ceux qui savent déjà ce que c'est et à celles et ceux qui ne savent pas encore ce que c'est. Et je vais également m'interroger sur l'impact que ça a actuellement sur l'enseignement supérieur et les perspectives futures. C'est intéressant d'ouvrir sur les perspectives futures, notamment la question à la fin, ce sera « faut-il l'interdire ?» Et la question, ce sera d'échanger sur ce sujet, parce que je trouve ça très pertinent. Pour commencer, il faut savoir que j'aime bien, comme dans mes cours, commencer par un contexte, une contextualisation. Donc, je pense que la plupart d'entre vous le savent déjà, mais ChatGPT, je vais utiliser le mot GPT à la place de GPT, je trouve que c'est un peu plus, plus sympathique, on va dire. Donc, ChatGPT, c'est un outil qui a été développé par une entreprise qui s'appelle OpenAI. Elle a été fondée en 2015 par notamment Elon Musk, que presque tout le monde connaît, je pense, Sam Altman, pardon. Il y a Suskever, un chercheur très reconnu en intelligence artificielle, Greg Brockman et Ujek Zaramba. Bon, j'ai mal prononcé leur prénom, j'en excuse par avance. Heureusement, ils ne sont pas dans cette pièce. Donc, leur objectif... Si, il est là. Il est derrière moi. J'ai le coup de pression. Donc, l'objectif de cette organisation, c'est vraiment de la recherche et du déploiement de modèles d'apprentissage automatique, donc principalement sur de la generative AI, donc des modèles d'apprentissage automatique qui vont permettre de générer du contenu ou des images. Et il faut savoir qu'au début, c'était une organisation à but non lucratif. Et aujourd'hui, c'est devenu depuis 2019, c'est devenu une entreprise à but lucratif plafonné. Donc, c'est-à-dire que, voilà, en fait, c'est pour leur permettre, ils ont changé de statut pour pouvoir atteindre leur objectif, en fait, parce qu'ils n'y arrivaient pas en étant à but non lucratif. Donc, ici, je vous ai mis la devise de OpenAI, is an AI Research and Deployment Company. Et leur mission, c'est de s'assurer que l'intelligence artificielle bénéficie à l'humanité. Voilà, bon, c'est sur leur site internet. Je vous laisserai, n'hésitez pas à vous renseigner pour en savoir plus. Donc, maintenant,
pour expliquer comment est né ChatGPT. Donc, tout a commencé en 2018 avec GPT-1. Donc, GPT-1, c'est quoi? C'est un modèle de langage qui permet de générer du texte automatiquement et qui a été développé à partir de réseaux de neurones profonds. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Si jamais vous voulez regarder ce que c'est techniquement pour les ingénieurs, les anciens chercheurs, pardon, etc., dans la salle, n'hésitez pas à regarder Attention is all you need. C'est un travaux de recherche qui a été qui a donné lieu en fait à ce premier outil GPT-1 et qui est basé sur les transformers, donc modèle séquentiel, voilà, parce qu'ils utilisent la partie décodeur. Bon, je vais trop loin, j'ai déjà trop loin, donc je vais pas aller à ce niveau-là. Donc en fait, il faut savoir que par la suite, ils ont ce modèle, ils l'ont amélioré. Donc c'est là où on a vu apparaître GPT-2 et GPT-3. Donc je vais juste faire un pas en avant justement. Si on regarde la comparaison entre GPT-1, GPT-2 et GPT-3 très rapidement, on peut voir que le nombre de paramètres, par exemple, a je vais pas y arriver, augmenté, merci. Donc on est passé de 117 millions de paramètres, ce qui est déjà très important, c'est ceux qui connaissent un petit peu ce monde-là, à 175 milliards. C'est simple, aujourd'hui, GPT-3 et donc par instance ChatGPT, c'est le modèle d'apprentissage qui possède le plus de paramètres qui a été dévoilé publiquement, on va dire, en quelque sorte. Donc, justement, ChatGPT, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une implémentation de leur dernier modèle qui s'appelait GPT-3, donc la 3e version de leur modèle. Et en fait, il a été entraîné à pouvoir générer du texte dans le cadre conversationnel, donc dans le cadre d'une conversation. Voilà, c'est tout simplement ça, la différence. Il a été pré-entraîné, en fait, à partir de conversations. Voilà, c'est ça la différence entre ChatGPT et GPT-3. Est-ce que c'est un petit peu clair ou à ce niveau-là, il y a des questions? Ok, très bien, j'avance. Donc, comment ça fonctionne de manière vulgarisée? ChatGPT, c'est un outil qui fonctionne de la manière suivante. Donc, on a un utilisateur qui va venir saisir une instruction. Donc, ça peut être une question, mais ça peut être bien plus que ça. Et je vais vous présenter un petit peu ce qu'il en est à ce niveau-là, justement, par la suite. Ensuite, un traitement qui va être fait à l'aide d'un réseau de neurones donc, qui a été déjà entraîné. Voilà. Là, ici, je vulgarise. Je vais vous montrer par la suite. Et ensuite, on va avoir l'utilisateur, il va avoir une réponse textuelle. Donc, vous saisissez une instruction. ChatGPT, lui, il a été entraîné, donc il va faire fonctionner son réseau de neurones et il va vous donner une réponse. Donc, je vais me permettre de détailler pour les anciens chercheurs de la salle un petit peu plus. Voilà, ça, c'est ce qui se passe, on va dire, si on regarde un peu plus en détail au niveau de ChatGPT. Donc, il y a un pré-traitement qui est fait, il y a une tokenisation, de l'encodage et du décodage, etc. Ce n'est pas qu'un traitement, bien évidemment. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. N'hésitez pas à regarder sur Internet, vous trouverez toutes les informations également. Donc, je vais vous montrer maintenant comment créer un compte et tester l'outil. Alors, c'est pour celles et ceux qui ne l'ont jamais encore fait, mais comme ça, ce sera fait pour tout le monde. Autrement, également, je pense que vous aurez le support de présentation. Oui. J'ai mis en fait les captures d'écran avec le support de présentation. Je vais vous le montrer là sur Google, mais je vous ai mis les infos dans le support de présentation également. Alors, pour se créer un compte, c'est enfantin, hein, c'est très simple. Vous tapez ChatGPT sur Google. Oui, c'est bon, je vais en sortir. Et vous allez cliquer sur Try ChatGPT. Et là, vous allez arriver sur une page où il va vous proposer soit de vous identifier, soit de vous créer un compte. Donc, vous cliquez sur Sign Up pour vous créer un compte. Et là, c'est tout simple. Vous rentrez un email, puis un mot de passe. Et par la suite, ça vous demande un email de vérification, comme vous avez l'habitude, et vous le remplissez. Ça vous également vous demandez à la fin un numéro de téléphone. À noter que je tiens à le préciser, moi qui ai travaillé pour la mairie de Saint-Barthélemy d'Anjou sur le déploiement de la RGPD, aujourd'hui, techniquement, ChatGPT n'est pas conforme à la RGPD. Donc, dans nos réglementations au niveau des données personnelles en Europe. Voilà, il faut le savoir. Donc, il faut que vous le fassiez en toute connaissance de cause, bien évidemment. Donc, je vais pas me créer un compte maintenant, mais vous arriverez à le faire. Je vous ai montré ça. Non, il faut mettre un numéro de téléphone, etc. En fait, c'est pour éviter des robots
hein, Oui. ils ont été pas mal victimes de... Aujourd'hui, on a un robot avec téléphone. les informations. Donc ensuite, vous allez arriver sur une page comme ceci. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez déjà testé l'outil? Donc vous allez arriver, c'était juste pour savoir justement. Donc, vous allez arriver sur une page comme ceci. Donc, Levez la main qu'il utilise maintenant. en On a direct. levé la main en virtuel et en physique. Et je ne vous vois pas en virtuel, je suis désolé. On a 5 à distance. Ah d'accord, ok, c'est super. Donc vous allez arriver, une fois que vous êtes créé un compte et vous êtes connecté, vous allez arriver sur la page suivante. Donc, il y a plusieurs informations. Oui. Donc, ici, vous avez une barre de saisie, où vous allez pouvoir saisir des instructions, vos instructions justement, je vais y revenir. Ici, vous allez avoir l'historique de vos conversations avec ChatGPT. Pardon, excusez-moi. Voilà, j'ai remis ici avec entouré différentes informations. Donc, on retrouve bien l'historique des conversations ici. En fait, vous allez avoir plusieurs. Chaque fois que vous allez commencer une nouvelle conversation, ici, ça va ajouter à nouveau une zone. Ici, vous allez pouvoir saisir une instruction. Donc là, on retrouve la question, par exemple, l'instruction que j'ai demandée. Et ici, vous allez avoir la réponse. Et vous avez tout un fil comme ça de discussion. Donc, on va essayer de le faire en direct. Donc voilà, là je suis arrivé sur la page. Je ne sais pas s'il y a un exemple justement que vous voulez tester en particulier pour celles et ceux qui sont curieux. Est-ce que vous avez une idée de questions à lui poser ou... Je veux qu'il me donne la composition de la matière. La composition de la matière? Ouais. Ouais. Fait un atome. Très bien. Je veux parler, je veux... Voilà. Ah ben parfait. Pour moi. Je pose la question. De quoi est Moi, alors, j'allais demander de comment fonctionne ChatGPT. ah, Parce qu'il va c'est une bonne question. Ah ouais. Je l'ai posée aussi pour voir. C'est une bonne question. Il répond. Donc, vous allez voir peut-être qu'il va nous mettre un peu de temps à répondre et je vais vous expliquer pourquoi. Ben, ouais. Bon, là, il répond assez rapidement. En fait, il faut savoir, lorsque l'outil a été lancé, il y avait tellement de monde qui l'ont utilisé, je vais y revenir dans la présentation, que parfois, ils ont dû limiter l'accès à l'outil. Aujourd'hui, en fait, ils ont réussi à tenir la charge, on va dire, et souvent, l'accès n'est plus bloqué, mais parfois, ils ralentissent volontairement les réponses, et donc, vous pouvez attendre plusieurs minutes. Ça peut être assez bloquant. Donc, là, je pourrais peut-être que je... Voilà. Donc, Ouais, ok. voilà. Est-ce que tu es convaincu, Moïse? Je lui mets la moyenne, mais Alors, tu peux le challenger hein, jusqu'au moment où il va s'excuser. C'est ça qui est intéressant dans le modèle. C'est pas mal. Ok. pas mal. Résumé. Mais ça, on trouve sur Wikipédia. Donc, ce que Mais vous tu devez peux comprendre... lui dire de. Après, il y a beaucoup peux dire qu'il est de nul, scripts. Tu lui dis, fais-moi une réponse détaillée, donne-moi plus de. Oui, je vais venir. Et après, il y a. Merci de spoil. Merci de spoil. Karim, tu te mets en mute. Donc, à l'instant, tu es dans la salle. Là, on a saisi une instruction. En l'occurrence, ici, c'est une question, mais ça n'est pas obligé d'être une question. Je vais y revenir à nouveau. Et il nous a donné une réponse. Donc, je vais revenir à ma présentation. Oui, bon, là, c'était un exemple, justement. Voilà, je lui ai demandé de créer une fonction en Python qui permet de calculer l'aire d'un triangle. Et il m'a donné la fonction. Vous voyez, ici, comme qu'on lui demande du code, il va nous ouvrir une fenêtre, enfin, il va à l'intérieur de la réponse, il va ouvrir une fenêtre en fait avec du code qu'on peut directement copier-coller en cliquant en haut à droite. Ça, c'est pour les enseignants-chercheurs en informatique ou qui ont des étudiants en développement informatique ou autre. C'est ce que font vos étudiants en cours. Très Même probablement. la saisie, c'est ChatGPT qui le fait. Je vais y revenir justement. C'est facile d'être prof d'info. Alors, ouais, Tu dis pas non. non, je ne dis pas non. J'ai un peu de retard déjà, alors je vais me dépêcher. Donc, lorsqu'il a répondu, vous voyez, il y a un bouton qui apparaît en dessous qui s'appelle Regenerate response.
ce qui veut dire qu'on peut régénérer une réponse à nouveau. Mettons que la réponse ne vous correspond pas totalement, vous pouvez décider de demander à ChatGPT de la régénérer à nouveau. Je vais être honnête avec vous, si ça ne vous convient pas, probablement que ce qu'il va faire à nouveau ne va pas vous convenir. Parce que c'est très similaire. Vraiment, c'est assez marrant. Oui, oui. C'est très similaire. La réponse va être très similaire. Et ici, en fait, lorsque ça a été régénéré d'en haut, à gauche, vous pouvez accéder à la première réponse, à la deuxième réponse, voire à la troisième réponse. Donc, très rapidement, je vais revenir. Si je fais régénérer, voilà, il va me répondre à nouveau. Là, bon, voilà, on est en attente. Ça peut prendre un peu de temps. Donc, justement, je vais continuer. Et c'est possible qu'il soit bloqué, là. On reviendra. Non, c'est Voilà. Il a dû changer quelques... On va voir, on regardera justement la réponse. Alors, justement, c'est ce que je voulais vous montrer. Ici, dans mon premier exemple, je demande de créer une fonction en Python qui permet de calculer un triangle. Mais mettons que là, l'étudiant, il voit cette réponse et il voit le mot-clé def. Et comme il a mal écouté son enseignant, il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas le sens de ce mot-clé. Et bien, tout l'intérêt de ChatGPT, c'est que c'est une conversation. Donc, vous pouvez demander autant de questions que vous voulez pour préciser à nouveau, comme un fil de discussion, pour avoir plus d'informations. Donc, regardez, je lui pose la question, justement, pourquoi on utilise le mot-clé def pour créer cette fonction? Et là, il m'explique qu'en Python, c'est le mot-clé qu'on utilise pour définir une fonction, etc. Il me montre même un exemple de syntaxe qu'on utilise def, nom de la fonction, etc. etc. Bon, je ne vais pas vous faire un cours justement de Python, mais en effet, ici, il m'a expliqué pourquoi on utilise le mot-clé def. Et c'est vraiment un aspect que je voulais mettre en avant dans la présentation parce que c'est tout l'intérêt de cet outil. C'est que lorsque vous avez une réponse, s'il y a un point que vous ne comprenez pas, un point sur lequel vous voulez plus de détails, etc., vous pouvez poser à nouveau une question, fournir à nouveau une instruction et avoir une réponse à cette question. Et c'est ce qui fait également, si on se met à la place d'un étudiant, qu'on peut avoir pédagogiquement des réponses parfois à ces questions. Donc, voilà, je vais avancer. Bon, là, il a terminé. Et justement, ici, si je reviens à tout à l'heure, de quoi il fait un atome, ici, on avait la première réponse, on a la deuxième réponse. Si on regarde attentivement, on peut voir qu'il y a ces deux réponses différentes. C'est fou. Hein. OK. Sur nos orbites, je t'arrête tout de suite. OK. On va y revenir. Je vais revenir justement sur les erreurs. Voilà. Oui, c'est possible de renommer un sujet de conversation. Oui, lorsque vous conversez avec ChatGPT, il va nommer la conversation automatiquement. Par exemple, ici, il a nommé composition de l'atome. Vous pouvez bien évidemment la renommer en cliquant sur le stylo. Voilà, vous pouvez la renommer, par exemple, je sais pas, comme vous le souhaitez. C'est un détail, mais je vous montre un petit peu dans les détails parce que c'est l'objectif pour ceux qui n'ont jamais utilisé l'outil. Donc, alors, intéressant. Quel type d'instruction on peut demander à ChatGPT? Je vais y aller au fur et à mesure. Donc, déjà, c'est un outil qui va être capable de répondre à des questions factuelles, donc des faits, quels qu'ils soient. Alors, je vais y revenir justement, il y a un point important. Mais ça peut être sur des lieux, des événements, ça peut être des faits scientifiques, ça peut être scientifique. Vraiment, ça peut être, enfin, peu importe ce que vous souhaitez, mais d'un point de vue factuel. Attention, il faut que ce soit antérieur à 2021. C'est une particularité de l'outil et c'est l'une des limites de l'outil parce qu'il n'a pas été entraîné sur des données plus récentes et ça peut être une limite assez sérieuse parce que je vais y revenir lorsque je parlerai des limites. Mais il peut répondre à des questions factuelles. Je vais vous montrer des exemples par la suite, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, ensuite, il peut également faire de la suggestion et de la recommandation. Donc, il y a beaucoup de personnes dans le monde à la fois de l'enseignement et à la fois au niveau des étudiants qui l'utilisent pour cela. Donc, par exemple, ça vous permet il peut vous suggérer un email, une trame pour un email. Il peut vous suggérer un exercice. Vous souhaitez donner des exercices à vos étudiants, il peut vous suggérer un exercice. Moi, par exemple, j'étais dans mes cours, j'avais des projets à donner à mes étudiants, j'avais plusieurs idées de projets, mais j'avais besoin d'idées de projets annexes. Je lui ai demandé de me suggérer des projets que je pourrais donner à tel type de niveau. Il m'a donné des réponses et je les ai adaptées. Mais voilà, c'était intéressant, ça m'a permis de gagner un petit peu de temps dans la recherche de projets. Et là, on est vraiment sur de la suggestion, voire de la recommandation. Donc, voilà. Troisième point, problème ou erreur. Alors là, ça nous concerne un petit peu plus peut-être nous, les enseignants en informatique. Mais nous, souvent, lorsqu'on développe, vous allez avoir des erreurs au niveau de votre code. Voilà. Ça peut être aussi des erreurs en fait, que vous pouvez rencontrer au niveau d'une connexion Internet ou peu importe, un message d'erreur. Vous pouvez fournir le message d'erreur à ChatGPT et il va pouvoir vous expliquer ce qu'il en est. Voilà. Ça ne paraît pas, mais en informatique, et j'y reviendrai au niveau des avantages, ça peut être un vrai gain de temps dans ce qu'on appelle le débugage.
Donc, lorsqu'on cherche à comprendre une erreur, en tant que développeur ou ingénieur. Vous pouvez aussi faire de la planification et de l'organisation. Alors ça, je ne sais pas, peut-être même certains ne le savent pas encore, justement, parmi celles et ceux qui savent utiliser l'outil, mais il peut vous aider à organiser des tâches et il peut créer des tableaux. Je vais vous montrer des exemples, vous allez voir. Donc, divertissement, bon, moi, je n'ai pas vraiment testé cette partie-là, mais il peut faire des blagues, des énigmes. Je sais qu'il y a des personnes qui ont réussi à créer des jeux. Il y a un jeune de 13 ans ou 12 ans, il a créé un jeu avec ChatGPT, où en fait, il joue avec, le modèle. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Donc, un exemple factuel. Ici, je lui demande quel est le nombre d'habitants en France de 2010 à 2021. C'est vraiment factuel. Et il va me donner le nombre d'habitants en France. Je n'avais pas vraiment d'inspiration, hein, je m'excuse. En France, de 2010 à 2021. Voilà, il me dit d'ailleurs à la fin, notez que ces chiffres ne comprennent pas la population des départements d'outre-mer, etc. Donc, il me dit, ça c'est pas mal, mais ce n'est pas tout le temps comme ça qu'il formule sa réponse, que c'est issu de l'INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques. Donc voilà, là j'ai une réponse à une question factuelle, et je pourrais encore une fois poser à nouveau une question sur le même fil de conversation. Tout l'intérêt de ChatGPT, ça serait que je n'ai pas assez insisté dessus, je m'en excuse, c'est qu'il va se souvenir des questions précédentes qui ont été posées au niveau du fil de conversation. Et ça fait toute la différence. J'y reviendrai, j'essaierai d'y revenir. Donc ici, on a un autre exemple. Cette fois-ci, ça va être une suggestion. Et je lui demande justement de me suggérer. C'est un exemple que j'ai vu sur Internet et je lui ai demandé de l'écrire à nouveau du coup pour moi, parce que je trouvais assez intéressant de poser cette question. Écris-moi un email dans un ton sérieux pour relancer M. Gérard concernant la demande de subvention. N'oublie pas de lui souhaiter une bonne année 2023. Donc voilà. Et là, il me répond, Monsieur Gérard, j'espère que vous allez bien, que vous avez pas commencé une bonne année 2023, etc., etc. Et à la fin, il me dit de mettre cordialement et de remplacer par mon nom. Donc, attention, encore une fois, et c'est vraiment un point qu'il faudra appuyer auprès des étudiants. Ici, il y a une réponse qui est générée, mais bien avant, il faut l'adapter à votre flux de travail, à votre manière de fonctionner. Voire... Les étudiants, ils vont signer votre nom. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je vais y revenir. Je demande à nouveau un exemple de suggestion et je demande de me suggérer un exercice de mathématiques de niveau Bac plus 1 sur la fonction logarithmique. Je demande, suggère-moi un exercice de rappel sur la fonction logarithmique de niveau Bac plus 1. Bon, voilà. Voilà, donc il va suggérer un exercice, mais je vais y revenir sur l'exercice parce que... donc ici, c'est le troisième, c'est un autre exemple où je vous montre, j'ai une erreur. Je rencontre l'erreur suivante. Alors, c'est une erreur en programmation, indentation error. Ça, c'est une erreur que peuvent rencontrer des étudiants qui débutent en programmation. C'est des erreurs d'indentation en Python. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'erreur. Et il m'explique, il me donne même un exemple de code dans lequel il y a une erreur. Et dans un exemple de code, il me montre comment corriger l'exemple de code dans lequel il y a l'erreur. Donc là, honnêtement, d'un point de vue pédagogique, l'erreur est bien expliquée. Donc ici, pour montrer également, on peut également, comme je le disais, alors je cite beaucoup de mots également, générer des tableaux. Donc ici, je demande je souhaite faire du sport chaque semaine, notamment de la course à pied, de la natation et du vélo. Je suis débutant et je souhaite que le rythme augmente progressivement jusqu'à 4 heures par semaine. Propose-moi un calendrier sous la forme d'un tableau. Et là, vous voyez, il me donne un tableau avec semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Et il me dit, lundi, tu vas faire 20 minutes de course, mercredi, 20 minutes de natation, etc., etc. Imaginez tout un tableau. Et encore une fois, comme c'est une conversation, je pourrais lui dire, tel aspect ne me convient pas, génère-moi à nouveau un tableau. Il va me générer à nouveau un tableau en prenant en compte ce que je lui ai dit, justement, la remarque que je lui ai faite. Voilà. Moi personnellement, alors là, mon but pour moi, c'est vraiment de vous présenter tout ce que vous pouvez faire un petit peu avec. Moi personnellement, justement, je ne l'utilise pas pour éditer des emails, je ne l'utilise pas pour organiser mes séances de sport. Et par contre, je l'utilise par exemple à titre personnel en tant que développeur pour faire du débugage. Parce que là, vraiment, je vous assure que moi, j'ai constaté un gain de temps qui peut être de plusieurs heures au total sur, par exemple, un mois. Parce que aujourd'hui, si vous avez une erreur informatiquement, en tant que développeur, vous êtes obligé d'aller chercher l'erreur dans la documentation. Les documentations peuvent faire jusqu'à 500 pages. Il faut chercher la bonne page, comprendre ce qu'il en est. Alors que là, on a une documentation personnalisée et avec laquelle vous pouvez converser. Donc, c'est vraiment un gain de temps. Toutefois, comme c'est basé que sur des données antérieures à 2021, parfois, en fait, les technologies évoluent tellement vite que c'est problématique à ce niveau-là.
voulez qu'on fasse d'autres exemples ensemble, mais je vais manquer de temps. Il nous reste plus que 8 minutes, donc je vais avancer plutôt. Je m'excuse. Oui, alors, plusieurs conseils par rapport. Donc, ça, c'est issu de mon expérience de test que j'ai fait avec ChatGPT. Plusieurs conseils. On peut, pour obtenir une réponse la plus précise possible, c'est bien d'être clair. De ne pas d'aller à l'essentiel au niveau du vocabulaire et des termes utilisés. Toutefois, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est ce qui est vraiment impressionnant au niveau de cet outil, c'est que même si la question est mal formulée, l'instruction mal formulée, qu'il y a des erreurs, la plupart du temps, quand même, il va comprendre implicitement, même parfois, ce que vous lui dites. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête qui me viennent tout de suite, mais ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire, mais j'ai formulé très rapidement une instruction et pourtant il l'a comprise. Voilà. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Donc comme je l'ai déjà montré dans mes exemples, ça c'est vraiment important à comprendre. Vous pouvez modifier le format de la réponse attendue. Préciser le format de la réponse attendue. C'est-à-dire, vous pouvez lui préciser si vous souhaitez par exemple une réponse qui va aller à l'essentiel, ou si vous souhaitez une réponse avec beaucoup plus de détails. Ça, c'est quelque chose qui m'arrive très régulièrement. Parfois, ça manque de détails, et je dis du coup, détaille-moi vraiment. Donc, quand je lui demande une instruction, je dis détaille-moi l'instruction. Enfin, détaille-moi la réponse. Ou bien, lorsque je veux une réponse claire et concise, je dis réponds-moi de manière concise, ou réponds-moi en tant de mots, etc., etc. Vous pouvez préciser le ton de la réponse, soutenu ou amical. Ça, je ne le fais pas souvent, mais vous savez, ceux qui demandent à rédiger des emails, ça peut être utile. Et vous pouvez préciser, si vous souhaitez intégrer un argument, ça peut être très intéressant. Mettons que vous avez un argument, un exemple que vous souhaitez intégrer dans la réponse. Vous pouvez lui donner, lui dire, il va l'intégrer dans la réponse. Il te cite la référence bibliographique sur laquelle c'est basé pour non, te répondre? Alors, j'y viens parce que j'en ai pas parlé dans les limites de l'outil. C'est vraiment pour moi une des limites de l'outil, c'est qu'on n'a pas accès aux sources au niveau de ChatGPT. Et je sais que Google travaille sur Bard, donc un outil qui va être similaire et qui, lui, sera capable de citer ses sources. Après, à voir comment évoluera ChatGPT dans le futur. Parce que si tu n'es pas un expert dans la matière, tu ne peux pas évaluer si l'information qu'il te donne est vraie. Ah, ça, je vais y revenir. C'est très intéressant. Ça, je vais y revenir dans les limites. C'est vraiment un point important que tu as soulevé. Je vais revenir dans les limites. C'est il y a une possibilité. Ok. Ok, je te laisse. Mais, pardon, Oui. par exemple, moi, quand je lui demande de faire des trucs, je lui demande de me donner la bibliographie des sources. Oui. Il me donne la bibliographie. Parfois, oui. Parfois, oui. Ah, il te la donne. Il me Ah, donne la oui. bibliographie. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Des fois, il invente carrément. Ça, c'est. Oui, Il c'est ça. invente. Au niveau des sources, j'ai fait des tests aussi, Karim. Au niveau des sources, c'est pas. Je sais pas de ton côté, moi, c'était pas optimal. Il y a un autre outil qui te donne carrément Ah, les ça, je sources savais dès pas. le début. Ça, je savais pas. Pas ChatGPT, mais il y a un autre qui est. Très il y a intéressant, aussi- je savais pas. Ouais, très bien. On voit. Ouais, très bien, super. C'est à ça que ça sert. Là. Alors, maintenant, l'impact sur l'enseignement supérieur. Alors, tout d'abord, des témoignages. Je voulais vous montrer plusieurs témoignages qui ont été recueillis dans divers établissements. Donc, il y a des cas de triche qui ont eu lieu un petit peu partout dans le monde. Et je dirais que ça concerne principalement les devoirs maison. Donc, par exemple, à Lyon, il y a 7 étudiants sur 14 qui avaient été passés justement dans la presse, qui ont utilisé ChatGPT pour réaliser un devoir maison. Et ça, c'est le témoignage de l'enseignant. Cette pratique m'inquiète. Elle pose un véritable problème d'intégration des savoirs, car les élèves n'ont plus besoin d'effectuer la moindre recherche pour composer. Il y a également récemment 20 étudiants de l'Université de Strasbourg qui ont triché lors d'un QCM en ligne qui portait sur l'histoire du Japon. Et l'enseignant a dit la chose suivante, c'est une difficulté qui concerne tous les acteurs de l'enseignement. Et il y a également plusieurs cas de triche qui ont été identifiés aux États-Unis, notamment en Caroline du Sud. Voilà, un enseignant qui a découvert qu'il y a un étudiant qui a utilisé ChatGPT pour rédiger une dissertation. Et il dit la chose suivante, c'est un style propre, mais il est reconnaissable. Je dirais qu'il écrit comme un élève de terminale très intelligent. Voilà. Donc, attention, je ne cherche pas à faire peur, justement. Ici, je pose uniquement des faits, des témoignages qui nous proviennent d'autres établissements. On a constaté des faits de triche, en fait, qui ont eu lieu, notamment, principalement au niveau des devoirs maison. La première chose que j'ai remarqué, c'est que la quasi-totalité de mes étudiants, voire la totalité, ont testé l'outil. Et moi, l'utilise dans mes cours, pour certains. Donc, attention, je parle de cours, du coup, en enseignement informatique.
Voilà. Ce qui m'a vraiment surpris notamment, c'est qu'ils sont plusieurs. Alors, ça concerne une minorité, mais quand même, ils sont plusieurs à avoir fait, à avoir vraiment testé l'outil en profondeur, mais vraiment, de manière immédiate. C'est-à-dire que l'outil est sorti, une semaine après, ils avaient testé ça plusieurs jours le week-end. Chez eux, ils sont vraiment amusés à voir où étaient les limites, qu'est-ce qu'ils pouvaient lui demander, à faire bugger l'outil. Donc, c'est marrant parce qu'ils sont vraiment emparés de l'outil immédiatement quand même. Donc, ça, c'était vraiment intéressant à constater au niveau des étudiants. Ce qui m'inquiète, c'est vraiment un point, et c'est vraiment le point que je veux mettre en avant lors de notre rencontre aujourd'hui. Ce que j'ai remarqué, c'est que les étudiants qui semblent avoir des facilités avec mon cours, lorsqu'ils utilisent l'outil, ils arrivent à prendre du recul et à l'utiliser de la bonne manière, c'est-à-dire à s'interroger sur est-ce que la réponse est exacte ou pas, et à réfléchir comment ils vont l'intégrer à leur flux de travail. Tandis que d'un autre côté, je me retrouve avec des étudiants qui ont des difficultés, qui, eux, je les vois, ils sont nombreux à faire simplement des copier-coller. Par exemple, ils demandent de générer du code en Java. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et l'étudiant me dit, monsieur, ça ne marche pas. Il a simplement fait un copier-coller et le code est en rouge. Et oui, mais il s'est simplement contenté de faire un copier-coller. Il n'a même pas compris quel avait été le code généré. Et là, ça, c'est vraiment intéressant parce que là, ça devient un frein. C'est-à-dire que c'est vraiment important, je pense, de cadrer les étudiants de ce point de vue-là, de leur expliquer comment ça marche, comment est-ce qu'ils peuvent utiliser l'outil. Parce que si on se retrouve avec des étudiants justement qui ont des difficultés et qui utilisent mal l'outil, ça ne va pas être bon pédagogiquement pour eux. Alors là, par contre, c'est vraiment un témoignage personnel issu de mes étudiants. J'ai un témoignage de gens, je l'utilise lorsque je dois réaliser des tâches où j'ai peu d'inspiration ou de motivation. Exemple, écrire un email. Donc, quelques avantages. Je suis déjà au bout. Pour quelques minutes en plus. Donc, large gamme d'utilisation. Vous allez le constater tout de suite lorsque vous allez tester l'outil, si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez lui poser une question justement par rapport aux atomes, par rapport à du Python, un langage de programmation informatique, à du Java, à des questions sur le réseau, à des mathématiques, à de la physique, à de la rédaction d'emails. Il peut couvrir quasiment tous les domaines. Je me suis amusé à aller assez loin, je vais poser des questions même sur le sens de l'existence, des questions philosophiques, où j'ai eu des réponses pertinentes. Par exemple, quand je lui avais posé la question du sens de l'existence, il m'a dit que chacun se fait un peu son propre sens de l'existence et que c'est une question, voilà. Donc, c'était plus ou moins intéressant, je veux dire, au niveau de ça. En fait, il va rarement donner une réponse qui n'a aucun sens, quand même. Et on va y revenir, c'est l'un des pièges de l'outil. Donc, oui, moi, je le mets comme étant un avantage, sa capacité à comprendre, même si votre question est mal formulée. Voilà. La prise en compte de l'historique, en effet, encore une fois, il va être capable de prendre en compte l'historique de votre conversation. Ça, c'est un vrai avantage, comme j'ai déjà dit. L'accessibilité, aujourd'hui, il est facilement accessible. Hein. Il vous suffit de vous créer un compte. Alors, encore une fois, il y a un non-respect des données personnelles, mais il vous suffit de vous créer un compte pour avoir accès. Et pour le moment, il y a une version gratuite qui est accessible à toutes et à tous. Et sa polyvalence linguistique, en effet, il est capable de comprendre le français. Vous pouvez également lui poser des questions en anglais. Et je n'ai pas dit, mais vous pouvez également lui demander de traduire. Hein. Il peut faire de la traduction, il peut faire de la correction orthographique, etc. Les limites. Alors, la première limite qui est vraiment intéressante, bien évidemment, ce sont les erreurs. Parmi les nombreux tests que j'ai faits, à plusieurs reprises, il m'est arrivé d'avoir des erreurs, mais des vraies erreurs. C'est-à-dire aussi inexactes. Et le vrai problème de cet outil, c'est qu'il ment très bien. Et ça, c'est un piège pour l'étudiant. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que, comme j'ai dit ici, il peut fournir des réponses qui semblent correctes sur le plan factuel, mais qui pourtant comportent des erreurs. Si l'utilisateur n'a pas le niveau suffisant, l'erreur peut être difficilement détectable. Et c'est vraiment ça. Si vous êtes étudiant, que vous débutez en Python, vous posez une question et qu'il y a une erreur, ça se trouve, vous n'allez pas la détecter parce qu'il ment très bien. Lui, il a l'impression, enfin, l'outil, vous avez l'impression que tout ce qu'il dit, c'est vrai. Et ce n'est pas le cas. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des vraies erreurs. Par exemple, au niveau j'ai creusé au niveau de l'intelligence artificielle, etc., au niveau des modèles d'apprentissage automatique. J'ai eu des vraies erreurs techniques. Et pourtant, l'outil était persuadé d'avoir raison. Et quand vous le confrontez à son erreur, il va vous dire « Ah oui, il y a une erreur ». Et j'ai réussi à totalement le mélanger. J'ai réussi à le faire dire le contraire de ce qu'il m'avait dit précédemment. Ça m'est arrivé. En fait, je lui ai posé une question pêche. Je lui ai demandé de m'expliquer le polymorphisme. Je ne sais pas si certains voient ce que c'est le polymorphisme. Je savais que ce serait ambigu, parce que le polymorphisme, c'est une définition qui est ambiguë. Et il m'a donné 4 définitions différentes en se contredisant totalement, par exemple, au niveau du polymorphisme. C'était assez intéressant de voir tout ça. Donc, biais, bien évidemment, il peut être victime de biais. Mais alors ça ne concerne pas que cet outil. Tous les modèles d'apprentissage génératifs comme ça, qui permettent de générer du texte, ils vont être victimes de biais, parce que c'est par rapport aux données
qui ont été utilisés pour l'entraînement. Alors, la date des données d'entraînement, actuellement, c'est un problème pour ChatGPT. Comme j'ai dit, c'est antérieur à 2021 et ça peut poser de sérieux problèmes, notamment parce qu'aujourd'hui, la technologie évolue très vite. Oui, je l'ai mis non conforme à la loi. Oui, c'est non conforme au RGPD, à la loi informatique et liberté. Donc, on a peu de réponses aujourd'hui sur ce sujet. Mais on ne sait pas comment faire opposition au niveau de ces données personnelles ou comment récupérer, voilà, où on n'a pas assez d'informations sur ce sujet. Enfin, on est sûr, ils ne respectent pas aujourd'hui les RGPD. Maintenant, on ne sait pas vraiment ce qui se passe à ce niveau-là. Je pense qu'il va y avoir des éclaircissements qui seront faits prochainement. Voilà. Et la disponibilité, oui, comme je disais, parfois, même si c'est gratuit, ça peut être lent à répondre, quoi, si vous ne payez pas. Parce qu'aujourd'hui, ils ont mis une version payante. Hein. Vous payez 20 $, donc ça fait, avec les taxes, ça va faire 21 quelque chose euros. Et vous avez un accès, pardon, à l'outil. Enfin, vous n'avez pas de problème de rapidité, excusez-moi. Et vous avez en fait un accès prioritaire à l'outil, à ses mises à jour, etc. Les perspectives futures. C'est intéressant de s'interroger un petit peu sur les perspectives futures. Donc, j'ai pris en fait pour cela le retour de John Hennessy, qui est le président du conseil d'administration d'Alphabet, qui explique qu'en fait, lorsqu'on utilise une IA, par exemple, dans le cadre d'une recherche, donc lorsqu'on pose une question au niveau d'une recherche, donc par exemple, si on utilise pour faire une recherche Google une intelligence artificielle, ça coûte environ 10 fois plus cher qu'une recherche classique par mot-clé. Donc aujourd'hui, ChatGPT, ça coûterait environ, on n'a pas le chiffre exact, mais 100 000 € par jour, donc 3 millions par mois. Et ici, je vous ai mis un tableau, en fait, qui montre le pourcentage, le coût, en fait, relatif à un pourcentage de requêtes qui seraient gérées par de l'intelligence artificielle générative, donc comme ChatGPT. Si jamais Google utilisait un outil similaire à ChatGPT pour répondre aux questions d'un utilisateur. Et vous voyez, on est sur des coûts qui sont, par exemple, si on part sur 50 mots dans la requête et que 50% des requêtes de 50 mots de Google sont traitées par une intelligence artificielle qui fait de la génération de texte, ça va coûter 6 milliards d'euros en plus. Donc, c'est des coûts. En fait, là, Google commence à perdre de la rentabilité. Et c'est vraiment ce qui les inquiète de ce point de vue-là. Et pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que ça veut dire que l'outil va devenir de plus en plus payant. On va avoir des modèles qui vont apparaître. Et aujourd'hui, on peut payer 20 €, mais on n'est qu'au début. Hein. Ils sont en train de tester leur modèle d'affaires. Et croyez-moi, il va y avoir une évolution à ce niveau-là. Il y aura probablement des plans moins chers à 6-8 €, des plans peut-être plus chers, avec plus ou moins de fonctionnalités. En tout cas, ça va être amené à changer. Oui, Karim? En fait, il y a un truc, il y a un VPN que tu peux mettre et sur un seul compte de 20 €, il peut y avoir 10 utilisateurs. C'est-à-dire là, qu'est-ce qu'ils font? Il y a même nos étudiants, ils ont fait ça, donc ça fera 2 € en fait, 2 € par mois. Parce que 10 utilisateurs par un compte. Merci. Mais ça dépend de coût de l'utilisateur aussi pour les élèves, oui, mais si- 10 utilisateurs, en fait, il y a un VPN, c'est un plugin que tu mets sur le browser. C'est différent parce que c'est, par exemple, l'idée de ChatGPT, c'est avoir un environnement personnalisé. Si tu l'utilises 10 personnes ou 20%, le même temps l'utilise, c'est pas vraiment personnalisé. Les propositions, c'est par l'idée de plusieurs personnes. Je vais terminer, je suis à la fin de la présentation, par les perspectives futures générales. En fait, ce que je voulais vous montrer, je voulais vous montrer tous ces outils. Là, il y a Bing. Bing, ils sont en train déjà d'utiliser ChatGPT, de l'intégrer à leur outil, donc à Bing. Il y a Google AI, comme je disais, qui est en train de développer Bard. Actuellement, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi tous leurs employés seraient en train de tester, certains à plusieurs heures par jour, justement, l'outil pour pouvoir le rendre le plus performant possible. Il y a Notion, je ne sais pas si c'est un outil que vous connaissez, qui est très populaire, qui a sorti Notion AI, donc tout le monde s'y met. Donc, il y a Text.Cortex également. Et ici, je vais citer quelques exemples, peut-être les plus populaires qui vont arriver dans les prochaines années, mais il y en a bien d'autres. Et en fait, ça arrive sur ma conclusion. Faut-il l'interdire? Je vais vous donner ma réponse à moi d'un point de vue personnel. En fait, pour moi, il ne faut pas l'interdire, cet outil, mais il faut cadrer, il faut vraiment encadrer les étudiants dans l'utilisation d'outils. Pourquoi ça ne sert à rien, selon moi, de l'interdire? Parce que déjà, c'est un outil qui va être utilisé abondamment dans le monde professionnel. C'est déjà le cas aujourd'hui. Et c'est pour cette raison,
nous, on forme des étudiants, soit en bachelor ou en ingénieur, qui vont être amenés à travailler en entreprise. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a une perte de sens si on interdit l'accès à des outils qui vont pourtant être très utilisés dans le monde de l'entreprise, sachant que l'on n'est qu'au début. Et sachant également que si on interdit ChatGPT, qu'en est-il de tous les autres outils qui vont faire la même chose plus tard? Ça veut dire qu'on va… En fait, c'est un petit peu… Il faut vraiment mettre ça en perspective avec l'arrivée d'Internet, de nouveaux outils qui ont vraiment marqué des changements dans le monde de la technologie, dans le monde du numérique, on va dire. Et voilà, est-ce qu'il faut interdire Internet, par exemple? Non, il ne fallait pas interdire Internet. Je pense que la même chose. Par contre, et ça va être vraiment ma conclusion, je pense que c'est très important de l'encadrer. Et ça, j'aimerais vraiment avoir justement un échange avec vous à ce sujet, parce que c'est vraiment là où c'est important. Parce que si on ne l'encadre pas, par contre, il y a certains étudiants pour qui ça peut être un frein, selon moi. L'encadrer ou bien le configurer. Donc, il y a des options. Donc, j'ai lu un article dernièrement sur la possibilité de rendre l'outil ou bien un outil qui motive celui qui l'utilise à travailler un tout petit peu. Par exemple, le fait de donner la main pour copier-coller, ça, c'est pas bon. Un code, par exemple, donc il faut qu'il oblige le chat GPT, imagine, donc il va voilà, donc lorsque tu essaies de copier, il y a des documents comme ça. Lorsqu'on fait copier-coller, ça passe pas. Donc là, le fait que l'étudiant qui est en face de l'outil reprenne le code et le saisit, donc c'est déjà c'est une façon pour lui d'apprendre. Il y a également un autre outil, bon, un autre astuce, c'est que au lieu d'aller à donner la réponse, lorsque tu avais écrit tout à l'heure pour le mail, donne-moi un modèle, bon, tu écris un mail à monsieur X, donc il va te donner le corps, et là, donc il te met en rouge, donc là, tu développes, donc il va te préciser, donc il va te pousser à dire ici, tu dois développer le contexte, ou bien le but du sujet, ou quelque chose comme ça. Bon, ça, j'ai juste, je ne suis pas allé jusqu'au bout de l'article, mais il y a pas mal, une dizaine d'options qui, bon, non seulement il faut encadrer l'usage, et aussi, bon, les concepteurs de l'outil, pourquoi pas, ils peuvent le rendre un outil d'assistance, de support, hein, d'aide, qu'un outil qui va rendre les gens feignants. Bon, c'est un exemple. Ouais, merci beaucoup pour ce retour. Tu peux pas l'interdire. Le tout premier chat GPT, ça s'appelle l'encyclopédie papier, quoi. Non, il y avait tout. Après, Wikipédia est arrivé, c'est très bien. Mais par contre, il faut juste savoir, on parle de compétences de nos élèves. Déjà, il faut savoir quelles questions tu lui poses, déjà. Oui. Ensuite, là, je m'adresse plutôt aux profs de sciences. Moi, je demande chat GPT, fais-moi l'exercice de maths que m'a pondu ma collègue Yakam. Je pense qu'il en sera bien incapable. Et puis, ben, si on veut vraiment faire des tests de connaissances pures, de savoir, bon, papier-crayon. Dans l'amphi, moi, mais pour mes DS, ils n'ont pas de PC. Hein. Après, effectivement, plutôt sur les parties métiers, si on leur demande effectivement de savoir faire du code, pas de problème, on est les premiers, effectivement, alors. Mais c'est une question d'éthique. C'est-à-dire que moi, je leur dis que vous utilisiez Internet, n'importe quel, on s'en fiche, après tout, c'est ce qu'on leur demande de faire. Par contre, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est tout. C'est sur la rédaction du rapport, Voilà. la rédaction d'un test, c'est là où le travail individuel, on ne pourra pas évaluer le travail individuel du jeune par rapport à une génération automatique de… C'est déjà le cas avec les copier-coller, les plagiats, Oui. les plagiats qui font. Oui, mais nos outils de plagiat arrivent à détecter ce je suis type de d'accord. plagiat, ce qui n'est pas le cas de ChatGPT. Donc peut-être qu'il faudrait, par exemple, aujourd'hui est incapable de… peut-être qu'on peut après vérifier simplement si, par le biais d'un oral, bah, explique-moi oralement ce que tu as écrit. Puis si on voit que le jeune, il fait, c'est le chat qui me l'a dit, ok. Après, ça dépend des… Mais c'est facile, on est plus malin qu'eux, quoi. L'oral est la clé, je pense aussi. Oui, l'oral, il écrit tout simplement. Ça dépend. Après, ça Les dépend. devoirs maison, ça remet en cause des devoirs maison. Moi, je leur donne des devoirs maison. Je sais très bien qu'ils sont 20 sur un seul. Ils font tous des gentils d'ailleurs. Faites-moi une copie. Je ne veux pas lire 20 fois la même chose. Je veux les faire tous la même chose. Par contre, dans ma note finale, le devoir maison qui sera ou pas généré sur ChatGPT comptera pour 5% de la note. Point. Et le reste, devoir sur table, par exemple, ou oral. Mais ça peut être un outil. C'est un gain de temps. C'est un gain de temps. Je pense que le meilleur anti-plagiat qui peut exister, c'est le prof. Donc, c'est nous. Je vais vous faire un petit retour d'expérience. Tu étais là au bureau lorsque j'ai échangé avec une doctorante. Bon, elle voulait donc, elle voulait que une thèse, pas de problème. Alors, je lui ai donné une problématique. Je lui ai donné une problématique. Je lui ai dit, voilà, donc tu développes la problématique selon 5 aspects. Eh bien, c'était du ChatGPT. Donc, je lui ai donné un rendez-vous. Je lui ai dit, maintenant,
Bon, je vais commencer par la conclusion. Tu as utilisé ChatGPT? Elle m'a dit oui. Parce que donc, voilà, donc le ChatGPT, je pense, hein, lorsqu'il s'agit de questions profondes, il n'approfondit pas. Il ne rentre pas dans les détails. Alors donc, c'est très simple de le détecter parce qu'il reste dans le superficiel. Dans le superficiel. Il n'approfondit pas. Et il y a une astuce également que le ChatGPT, à la fin, il donne toujours en conclusion, en résumé. Les étudiants qui ne font pas attention, ils le copient aussi en conclusion, en résumé. Chaque section, il met en conclusion, en résumé. Et on retrouve le même document, tu vas te retrouver avec 5-6 conclusions. Et ça, il y a des petites astuces bon, qui nous permettent de détecter qu'il ne s'agit pas d'un travail personnel. En fait, juste pour les erreurs, il y a un hack, en fait. Il y a un script que tu peux mettre au niveau de début du chat. Il y en a pas mal, mais ça s'appelle Dan, c'est do anything. C'est quoi le script? Tu dis au chat GPT de se mettre dans la peau d'un expert dans le domaine. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre en compte que les sources des experts du domaine. Et là, ça diminue grandement le taux d'erreur. Donc là, par exemple, et après, j'ai fait ça. Moi, quand j'ai donné l'examen de CEH aux étudiants, j'ai fait un test, j'ai donné tout l'examen chez GPT. Il a eu 100% de questions, de réponses correctes. Si l'examen il est donné aux étudiants à la maison, ils auraient tous. Ils auraient tout ça eu 20 sur 20. On va l'interdire. Nous, on a créé avec David, fais-moi un DS de chimie. On l'a fait. Très bien, merci. Non, mais pas tout, on va s'en servir. Et d'ailleurs, le ministère de l'Enseignement ne veut pas s'emparer du sujet. Ils veulent pas faire de loi contre ça parce qu'ils sont bien démunis. Et en gros, c'est chaque établissement. Alors, il y a Sciences Po, je crois. Et qui a interdit. C'est le seul. C'est le seul. Aux États-Unis. Aux États-unis aussi. En France, c'est chaud. En France, pour l'instant. Avec un petit VPN, on peut le bypasser. De toute façon, ça sert à rien. Il faut le savoir. C'est bien qu'on sache que ça existe. Déjà, par exemple, les serveurs de l'ESNEP, ils ne sont pas en France. Donc, même si c'est bloqué au niveau de. Donc. Et la suite, PageMan. Merci. Bon, toutes les réponses, ils sont dans les pas PageMan. Ok, je continue la présentation de Théo, mais spécialement. Spécialement sur comment on peut utiliser ChatGPT dans nos cours. Au début, je dois dire que ce n'est pas mon expertise, ce n'est pas dans ce sujet-là. Mais j'ai participé dans quelques séminaires dans ce sujet-là. Je vous partage qu'est-ce que j'apprends. Okay? C'est plus un mode dynamique, c'est pas moi qui fais ça. OK. Début, avant d'aller pour la présentation, je vais vous montrer quelque chose. Un site web, peut-être quelques vous qu'on le connaît, c'est SlideGPT. Je voudrais avoir quelques slides pour la présentation d'aujourd'hui. Okay. J'écris ici, par exemple. Aujourd'hui, j'écris make 15 slides pour une introduction de quantum physique. Et je demande à l'algorithme de faire ça. Okay. Je prends un peu de temps, mais après, on va venir sur ce sujet-là pour voir si les slides sont bien. Okay. On passe par les slides. OK. La première question. Est-ce que ChatGPT va kill education? Est-ce qu'en éducation, on doit peur de faire ça? Pourquoi? Parce qu'immédiatement, les élèves pensaient je peux utiliser ChatGPT, comme vous avez dit, un outil en anglais, ou quand je veux faire une présentation, il veut faire toutes les choses pour moi. Ou soit dans maths, parce que ce n'est pas que ChatGPT, on a MathGPT aussi, qui fait la même chose pour mathématiques. À l'autre côté, honnêtement, les profs pensaient que comment je peux générer un cours avec qu'à côté, les élèves avoir accès à un assistant qui peut-être c'est plus intelligent que moi. Mais si on regarde sur quelques tweets de grands gens dans ce domaine-là, on a pour Mathmeyer, c'est AI for Educators, il est très connu dans ce domaine-là, qui utilise l'outil AI pour Education. Calculateur,
Calculator, Search Engine, Google Translator, Wikipédia, Photomat, ChatGPT. Quand on regarde ce calculator, c'est plusieurs années qu'on a à cette époque-là, peut-être les gens, les étudiants pensaient qu'on l'utilise ou pas. Search Engine ou Internet, comme tu as indiqué. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. On doit penser comment nous adopter à ces nouvelles technologies. Toujours, c'est nous qui doit, OK, c'est une méthode traditionnelle, pédagogie traditionnelle, c'est pas suffisant. On doit avoir une innovation. Et l'autre tweet d'Andrew, il est CEO de Coursera, le site web. I wish a school could make homework so joyful that the students want to do it themselves rather than let ChatGPT have all the fun. C'est vraiment nos responsabilités. Parce qu'on doit changer, on doit avoir une innovation dans nos pédagogies. Sinon, si on reste avec une méthode traditionnelle de présentation de 2 heures ou 45 minutes, ça ne marche pas. Okay. Mais comment on peut bénéficier de ChatGPT dans nos cours? Il peut faire gagner le temps avec ChatGPT. Par exemple, on peut faire un automatique repetitive task, par exemple, pour réponse de quelques questions simples des élèves. L'élève peut aller directement le demander à ChatGPT et après, il va prendre la réponse. C'est ça. Ou on peut l'utiliser pour donner les notes de quiz aux élèves. On peut le changer pour avoir personalized learning parce que si on va penser à un environnement personnalisé, chaque élève dépend de son niveau. Il peut demander différentes questions. On a un environnement vraiment personnalisé pour chaque élève. On peut avoir plus d'engagement des élèves dans ces matières-là avec ChatGPT parce qu'avoir une conversation avec un ChatGPT dans un sujet de cours, c'est intéressant, c'est le but aussi. Et on peut avoir consistency. OK. Oh, c'est... Alors, sans vouloir être pessimiste, j'ai quand même peur que l'utilisation de l'intelligence artificielle limite la réflexion, la recherche et surtout l'interrogation et la curiosité. Question, je vais la aller plus loin, on va évoluer. C'est exactement quand tu tapes sur Wikipédia. Oui, c'est... Peut-être ça, c'est un peu plus élaboré, mais... Mais comme on a dit, sur ChatGPT, on a consistency. Actuellement, les réponses sont vraies. Bien sûr, on a quelques erreurs parce qu'à la fin, c'est un modèle statistique. Avec un modèle statistique, on a erreur quelquefois. Mais on peut utiliser ChatGPT pour plusieurs exemples. Group discussion. Sur ChatGPT+, ce n'est pas une version gratuite. Pour utiliser ChatGPT, to facilitate the group discussion and activity. On a un virtual meeting, avec les élèves, on peut avoir un virtual meeting avec les élèves. On a aussi un ChatGPT là qui peut répondre à plusieurs questions. Online quiz avec ChatGPT ou assignments, devoirs. On peut faire ça. Je partage cette analyse. Ce qui me fait peur aussi, la situation actuelle n'est déjà pas fameuse selon moi. Apprendre n'est pas toujours fun, cela dépend d'un étude. OK. Comment on peut faire ça? OK. Sur quelques avantages qu'on a dit et on a parlé. Par exemple, ici, c'est un exemple. Automated grading donne une note automatiquement. J'ai une vidéo de ça. Les gens donnent les questions, comment c'est ça pour le cours d'anglais. Et ils demandent à les élèves pour donner un exemple. C'est une réponse des élèves.
Le prof donnait des marques scheme, comment on peut évaluer, différents de nouveaux, combien de marques. Et après, ChatGPT réponse, I would grade the answer at the level of 4, c'est 8 marques, à cause de ça. Okay? Si on régénérait, elle peut donner le même, parce que le proof, pourquoi il donne les notes à ça, c'est évident. Okay? C'est pour évaluation très rapide, on n'a pas besoin de faire un corriger plusieurs questions, et comme ça, on peut donner un ChatGPT, il peut générer des notes. Si on donne un schema de notes, c'est quoi? Un schéma. Un Range de... range je sais pas range comment d'anglais ça encore. Une gamme. Une gamme de notes si on définit l'autre exemple sur creating lesson booklet. Par exemple, on a un cours et on peut faire un booklet de le cours. Qu'est-ce qu'on doit faire dans le cours dans 2 minutes. OK. C'est un autre exemple. Est-ce que tu as testé? Tu as testé ça? Pour corriger, par exemple, faire des corrections? Oui, j'ai Et fait ça. tu as corrigé selon ton ressenti ou pas? Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, oui. Je vais vous dire sur ça. Puis on a demandé que write 3 paragraphs, they include the multiple choice question and end comme ça, il va donner les questions, de possibilités, un système booklet qu'on peut faire. Deuxième question, et comme ça. C'est très rapide. Par exemple, dans le cours, on décide de faire un quiz, on demande à ChatGPT dans ce sujet-là spécifique. Il va générer 5 ou 4 questions, on donne à les élèves. C'est possible aussi qu'on le dise. On peut, si c'est possible, on peut le changer, on peut dire, aller dans le détail ou rester en surface. Et comme ça, mais c'est un autre exemple qu'on peut utiliser ChatGPT pour n'importe quoi. Practice question. Par exemple, j'ai demandé pour qu'il y ait une série de Retrieve Practice questionnaires pour un cours de photosynthèse pour 5 days période. Et il fait ça. The teaching method of retrieval practice. Premier jour, je dois faire ça. Allez, je vais tester photosynthèse, comme ici. Deuxième jour, on doit faire ça. Évaluation, synthèse. Troisième jour. C'est ton programme pédagogique. Oui, exactement. Et après, on peut regarder si on a besoin, on va le changer. C'est ça. C'est pour un programme initial. Et après, on peut. Des choses négatives à dire sur lui. C'est une trame. Tu as des remarques négatives à dire sur lui. Non, non. Pas mal. On peut faire ça et après on va regarder parce que c'est pas, on ne donne pas à ChatGPT, on dit ok, c'est bon, on regarde si c'est bon, si on a besoin de modifier comme ça. Au curriculum pour un cours. C'est aussi c'est possible. Dans nos cours, on a besoin de curriculum. Ça, curriculum statement of intent. Puis, avec un social and emotional skill, write this document, limit this 500 mots, write for 7 years, science, and comme ça. J'ai une question. Oui. Une question. Là, j'avais entendu parler qu'en anglais, justement, il fonctionnait un petit peu mieux. Par exemple, qu'en français, si j'essaie de faire la même chose en français, ça va être un peu plus limité, tu penses, dans la qualité. Oui, j'ai vu quelques articles que je le parlais. Oui. On a plusieurs de ressources d'anglais qu'autres. C'est pour ça que l'apprendre plus que dans d'autres langues.
Mais on peut faire ça. Il écrit en anglais, on peut faire traduit en français. Il va faire traduit complètement. C'est quelque chose qu'on peut demander. C'est Et- mieux passer par l'anglais. Mais ce n'est pas un traduit direct. Il change complètement les mots comme ça. Et si je regarde sur les slides GPT que j'ai demandé pour faire une introduction de quantum physique, il a fait ces slides-là, quantum physics, history of quantum physics, et avec les photos, avec les notes aussi. Ici, D'accord. oui, ici c'est notes, quantum mechanics. Je ne suis pas un expert, peut-être Mihaïla vous dit si c'est bon ou pas. Je m'y avance pas non plus. Hein. Oui. Wave particle La duality, stratification. puis wave functions, C'est pas mal quand même. intégralement. Il explique avec notes, suspension, quantum computing, quantum mechanics, and relativity. Ça survole quand même. Oui, après, Voilà. le sujet, c'était très général. Il n'a pas mis l'équation de Schrödinger. Hein. Non, mais Oui, tu mais, peux lui dire. mais on peut donner pour le Sur chaque pour dire slide, détail, je veux- Ajouter ou supprimer des choses. oui, Sur parce chaque que, slide, tu peux faire des requêtes. oui, parce que quand j'ai dit en général introduction de quantum computing, il veut donner le. Mais si on va à les détails, on peut donner pour les deux mots. Et après, on peut download un PowerPoint, Google Slide, PDF. Ah ouais, t'as déjà tout C'est fait. possible. Et ça, c'est gratuit. Voilà. Ouais, ça, c'est gratuit. Ijman, Oui. il y a aussi GPT for Slide. Oui, j'ai fait des pour slide. Tu la rajoutes directement au PowerPoint. Et PowerPoint, tu as juste un onglet, tu mets la requête dans le PowerPoint et c'est généré directement dans Oui. ton PowerPoint. C'est quelque chose Tu que n'as même pas je besoin vois. d'aller sur le web. Oui. J'ai besoin de passer le capet sous la grecque. Autre possibilité, par exemple, si j'utilise Google Slide, je génère comme ça, j'ai une extension. J'utilise Magic Slide App, j'ai ouvert ça. Et sur ça, j'ai dit, par exemple, je voudrais un topic. Intro. On va voir qu'est-ce que nous Oui, et on donne un topic, on donne quelques mots-clés, on explique qu'est-ce qu'on va vous faire, on donne le numéro de slide, et après on demande pour générer. Et il va générer sur mon Google Slide personnel. On peut l'utiliser aussi sur ça, c'est un API. Mais ici, on utilise OpenAI License Key, c'est un API de OpenAI, ChatGPT, GPT-3. Mais on doit payer 0,02 centimes par mot. par mot. Par mot. Rapport à minifère. C'est trop long. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas généré les slides. Tu coûtes trop cher à Google, hein, désolé. Oui. Oui, c'est pour PowerPoint Slide Generator que je montre. On peut utiliser comme autre possibilité. On a ces vidéos-là aussi. On a autre copilote. Copilote, on peut faire un PowerPoint Generator. C'est sur le modèle de GPT-3. On va dire PowerPoint. Et après, parce que c'est Twitter. Non, c'est gratuit. On donne le topic, quelques mots-clés. Et après, il va générer un PowerPoint pour nous. C'est déjà fait. On peut... Il ne te met pas les sources, toujours pas là. Hein. Dans la base. Mais si on demande de donner les sources, il va donner les sources aussi. C'est le PowerPoint qu'il a fait. Et après, on peut aller ajouter sur quelques photos sur Bing, sur ça, et après Designer. Et on a un slide dans 2 minutes. Ah, je comprends maintenant, Pejman. Oui, Les autres sont toujours sans prétend. oui, c'est vrai.
D'accord. Chaque fois qu'il y a une présentation à faire, il te dit, moi, je vais la faire. Oui. C'est pour ça. Et aussi, oui, c'est pas que pour l'enseignement. Oui, dans le mode de recherche aussi, on peut l'utiliser. Par exemple, c'est spécialement la question de Erika pour les références. Ici, par exemple, on donne you will act as a university professor in accounting. I will first share the 3 studies and you will acknowledge the SIP. Once you have acknowledged the SIP, I will ask you the question about the studies I share. Donner 3 sources et après il va demander quelques questions. Deuxième, il a écrit you will act the university professor accounting. I will first that's the one that's it. Then describe in details the writing style and the manuscript. Ignore the subject matter. The next time, if you say that, okay, go and add more attention to the text, but keep it academic, add analogies, example, and so on. And then finding weak spot on the 3 ou 4 ou 3 ou 4 ressources. Et quand tu donnes plusieurs ressources, à la fin, que tu écris, OK, utilise toutes les sources que je te donne pour écrire 2 paragraphes, 3 paragraphes dans ce sujet-là. Il donne avec les références. Il va faire une synthèse. Une synthèse. Il va faire les psyrs avec. Et c'est ce qu'on peut utiliser aussi 4 jours après l'annonce de ChatGPT. J'ai fait aussi une vidéo sur YouTube, chaîne YouTube, comment on peut utiliser pour recherche. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le regarder. C'est plus pour comment on utilise pour la recherche. Les challenges qu'on a avec ce type de modèle. On a besoin de teacher training, comme on a dit, les profs apprendre comment on peut l'utiliser. On a partie de technical infrastructure, quelle infrastructure on peut l'utiliser, par exemple, les outils que Soufiane a indiqué, intégrer dans ça ou pas, comme ça. Time commitment, les profs ont besoin de dédier le temps pour apprendre comment on utilise ChatGPT. Understanding the technology. Pour le training, le meilleur, c'est apprendre comment on peut faire un cours dynamique qui engage les élèves pour les cours. Intégration, comment on peut faire un troubleshooting, comment on peut faire un assistant. On utilise ChatGPT pour automatic grading. Pour le classroom management, c'est quelques avis sur ça. On peut définir clairement les élèves, comment vous pouvez utiliser ChatGPT, dans quelle manière vous pouvez l'utiliser, dans quelle manière c'est interdit ou comme ça. Je dois toujours surveiller les élèves pour n'utiliser pas dans votre cas. On va avoir Sabri Chilou, on définir quelques rôles, un guide pour ça. Et pour l'assessment, qu'on a déjà vu en vidéo, on utilise automatique grading pour faciliter la rapidité de donner une note, pour donner feedback à les élèves, pourquoi tu as reçu ces notes-là. Tracking les élèves personalized. Tout ça. Curriculum design, on a aussi vu une vidéo sur ça. Adaptive learning, personalized instruction et gamification. Conclusion, language models en général, dans un examen, arrive aujourd'hui, il reste avec nous. On n'a pas dit non, ça n'existe pas, ou ignore, ou ban, ou comme ça, On doit changer nos méthodes pédagogiques. On doit avoir l'innovation. Si on parle de triche, on a quelques outils pour utiliser. On a Zero GPT.
Ok. C'est pour détecter si le texte est écrit par un chat GPT ou pas. Par exemple, pour moi, j'ai beaucoup d'histoires. C'est pas comme Théo, parce que ChatGPT, c'est mon ami. J'ai supprimé, moi. J'ai beaucoup aussi de conversations, mais j'ai supprimé. J'ai supprimé mon historique. Quoi. Oh, il demande pour ça. Mais, par exemple, write paragraph. On dirait que tu as changé ces derniers instants. Et si j'écris, après, je peux donner le texte à 0GPT et il me dit que si c'est un paragraphe qui est écrit par un modèle AI ou pas. Pareil, si c'était en français, est-ce que ça a bien détecté? Oui. Il a écrit que... Justement, moi j'avais fait les tests, alors c'était pas hier, mais ça avait pas du tout détecté quoi. J'utilise quelques tricks, tricher pour c'est pas parfait, j'ai l'impression. Mais il nous mentir. Je pense qu'il a dit Tu vois qu'il a fait ça lui-même et dit non, c'est pas ChatGPT. c'est pas ChatGPT, on n'a pas le proof sur ça, mais Tu mets une seule erreur, il ne te détecte pas. Tu rajoutes des virgules, si c'est tu rajoutes des virgules. Ça, en fait, fais une seule virgule quelque part, un point virgule. Il ne détecte pas. Parce que la détection, c'est sur les templates sur lesquels se base ChatGPT pour générer. Donc, si tu changes un peu, donc c'est plus conforme au template. Donc, si tu changes un ligne de ça ou ajoute quelques erreurs sur ça, il ne détecte pas. Par exemple, il a dit c'est 100% AI GPT, comme ça. Mais s'il ajoute quelque chose ici, peut-être mal détecté. Mais, en autre cas, on a Anti-Plagiarism Platform, que c'est très connu, Turnitin, qui l'utilise par grandes universités, MIT, Harvard, et comme ça. Qu'il ajoute aujourd'hui, annonce AI Written Detector, AI Writing Resource Center for Educators. Il ajoute sur ça, mais c'est pas gratuit. Actuellement, c'est l'université qui a acheté les licences et tous les profs pour l'utiliser. J'ai déjà parlé avec David pour voir si c'est possible qu'on remplace avec nos systèmes plagiarisme aujourd'hui. Parce que c'est très efficace. Turnitin. C'est un peu plus de valorisation de fait à utiliser ça que Detect GPT ou des choses comme ça qui ne sont pas forcément très connues encore. Oui, c'est vrai. C'est vrai que derrière, si on veut prouver comment on utilise actuellement Compilation quand on cherche du plagiat, bon, si on détecte du plagiat, on va un étudiant et avoir quelque chose de fiable à assurer derrière. La question en compilation, il est dans les choux, il ne voit rien. Ils sont en train de développer un module, pour l'instant, il n'y a rien de fait. J'ai vu qu'ils étaient en train de développer quelque chose, mais je ne sais pas si c'est encore. Même Turnitin n'est pas efficace. Moi, j'ai un compte Turnitin depuis mon ancienne université. J'ai des textes écrits par ChatGPT, on a changé juste des trucs. Et il te dit 100% humain. Ouais, moi, j'ai fait des tests aussi, pareil, c'est 100%. 99% il te dit c'est more likely written by human. Je pense que ça va changer quand même. Ça va changer pour moi tester, j'ai le testé hier, parce que j'ai entendu aussi. J'ai testé, j'ai le changé, j'ai ajouté plusieurs erreurs, mais il a détecté, il a dit que plus de 90%, c'est un AI généré ça. Hier, je l'ai testé, mais avant, je ne sais pas. C'est pour moi. Mais OpenAI, il ne cherche pas à développer, il mettra à disposition de l'enseignement. Ça serait eux les meilleurs mais pour développer cette pense détection. Quoi. Depuis qu'il a proposé GPT-1, il n'a jamais fait ça. Bon, c'est quelques pratiques qu'on peut utiliser dans nos cours pour faire un slide comme ça. Et comme référence de ces présentations, partielles, je peux dire. Je le générerai dans 2 minutes et après j'ajoute quelque chose à ça. On peut faire ça, on peut l'utiliser.
Il y a des journaux maintenant qui acceptent qu'on mette ChatGPT comme auteur. C'est bon. Donc, tu le mets dans la liste des auteurs. Ah ouais? Il y a Il te demande de le préciser si tu as utilisé ChatGPT. et ça passe. Donc, tu lui dis que voilà, j'ai utilisé ChatGPT pour générer, par exemple, l'étude de littérature ou bien pour. Et tu le mets dans les auteurs. Ça veut dire que ChatGPT va avoir un impact factor, il va être coté dans la recherche. Ça, par Ah, contre, En mois de décembre, la quantité, tu l'auras. Hein. en mois de décembre, il y a 2 articles ajoutés ChatGPT comme co-auteur d'un article scientifique. Après, Science Direct, il a dit non, c'est pas possible, mais vous pouvez utiliser dans Acknowledgement. Ah, merci, je tiens à ouais. remercier. ChatGPT qui a écrit tout l'article. Acknowledgement. Oh là là. Ah bah ça va Et être tu ça, le j'en mets ai pas fait dans un les film. auteurs après? Tu as fait Merci, dans Jack. Les auteurs. les auteurs. Ah, mise de diplôme, merci à ChatGPT. Merci. Mais le problème se pose déjà sur l'écriture des mémoires. Oui. Mais aujourd'hui, je sais qu'il y a, par exemple, Saint-Direct, à Douai, il a fait c'est interdit, mais aujourd'hui, il utilise, comme je vous, utilise Toritin, l'appli, pour détecter s'il est écrit par un modèle AI ou pas. C'est ça. Moi, j'ai des élèves qui m'ont dit, parce que j'aurais dit, bon, on va revenir au crayon. Ils m'ont dit, mais non, non, parce qu'il y a des logiciels qui permettent d'imiter l'écriture humaine, avec des ratures, des taches d'encre, dans du feu, quoi. Je comprends pas. Mais, aussi, on peut utiliser 3D printer, comme un stylo. C'est possible, mais ça va se ressembler du coup. Ou alors, il faudrait vraiment générer l'erreur. Faudrait vraiment... J'ai pas envie de réfléchir à ça. C'est ça. C'est mon expérience que j'ai vue dans ce domaine-là. Je vous partage. On va faire des euros. Merci. Encore désolé pour mon français. Est-ce que à la présidence, vous avez des questions éventuellement? Il y avait des questions tout à l'heure par rapport à... Et ça rejoint plusieurs commentaires qu'on retrouve par rapport à l'idiocratie même, etc. Et au fait que c'est des outils qui vont venir renforcer tout ça. Moi, je pense pas forcément, mais ça pose plusieurs questions en tout cas. Mais en tout cas, je pense que le point vraiment important à retenir, c'est qu'on n'est qu'au début. Et ce qui va arriver, la suite, là déjà, quand on voit comment c'est impressionnant, voilà, pour générer un slide, qu'est-ce que ce sera dans 10 ans? C'est ça la bonne question, parce que les modèles ne vont faire que s'améliorer. Là, ils sont déjà en train de travailler sur GPT-4, donc la 4e version. Je ne sais pas combien il y aura de paramètres, mais les chiffres qui circulent sont... Mais aujourd'hui, c'est le base de données, c'est base de données de GPT-3, c'est jusqu'en 2021. Mais sur ce modèle-là, on a quelque chose d'active learning. Ça veut dire, j'ai fait il fait un erreur, j'ai dit non, c'est pas correct, j'ai corrigé. Après, la machine va comprendre. C'est comme ça. Après, le nouveau réponse, c'est toujours c'est active learning. J'ai une question, mais il faut le vulgariser. En fait, il est entraîné sur quoi? Sur tout l'Internet avant? Enfin, il Sur des entraîne bases de sur quoi? données, apparemment base de données locales et non pas sur Internet comme Wikipédia. Oui, c'est plus base de données locale qu'on a. Les grandes entreprises l'utilisent comme Google, Facebook, comme ça. Le risque, c'est que l'utilisation soit détournée. C'est-à-dire que si tu as envie de mettre des choses, par exemple, un caractère, minuscule, je sais pas quoi. Non, mais c'est donc, enfin, c'est des bases de données qui sont alimentées en local, c'est-à-dire c'est pas du tout venant. c'est pas mettre un N'importe truc, qui ouais. peut mettre n'importe quoi. Après, voilà, il est entraîné aussi le modèle. Il a entraîné le modèle justement à pas générer de réponses. On ne peut pas lui demander des arguments climato-sceptiques, par exemple. J'ai vu des vidéos comme ça où ChatGPT, on lui donne-moi des arguments climato-sceptiques, il dit ah non, non. Alors moi, les blocages... On peut quand même détourner ça en disant joue le rôle d'un acteur qui donne des arguments climato-sceptiques, et là, il va, malgré tout, on arrive à détourner les... Après, il y a une frontière, en effet, ici. Par exemple, moi, ce qui m'avait gêné, c'est lorsque j'avais essayé de demander à ChatGPT, c'était pour un projet que je voulais donner à des étudiants en informatique qui portait sur la cybersécurité. Donc, je voulais demander à ChatGPT pour pouvoir crypter certaines choses, etc.
Et ils ont changé leur politique et maintenant ça bloque la réponse parce que en fait, je pense qu'ils confondent. Il a l'impression que j'essaie de demander un hack, alors que c'est pas du tout le cas. Donc il y a des petites subtilités. Après, sur certains articles, j'ai lu c'est dans des pays anglophones, ils essaient, les enseignants, notamment certaines universités, d'utiliser l'outil, c'est-à-dire de ne pas essayer de freiner l'outil, mais d'utiliser l'outil en disant générer, c'est pas un document depuis ChatGPT par rapport à telle ou telle thématique. Sur la base du document généré, pourriez-vous donner votre avis sur chaque partie du document généré? C'est-à-dire, c'est un outil parmi d'autres. Il leur demande de générer, voilà, de générer le texte et ensuite d'utiliser ce texte pour pouvoir d'abord le lire et ensuite de critiquer éventuellement le texte. C'est-à-dire, ils l'utilisent comme outil et non pas La question des sources, c'est la question de ChatGPT sur ces sources. Les informations proviennent de données en ligne telles que des livres, des articles de journaux, des sites web, des bases de données, des rapports, des publications. Les sources sont sélectionnées et vérifiées pour leur fiabilité et leur exactitude avant d'être utilisées pour mon emploi. C'est ça. C'est une réponse très générique, mais c'est ça. Oui, pas quoi. Ouais. Il y a une semaine que le groupe AI de Facebook proposait un modèle de ChatGPT open source. Pour, par exemple, pour les autres, si on peut, par exemple, entraîner sur un données spécifique. C'est déjà disponible sur GitHub, on peut l'utiliser, par exemple, on dit juste entraîner dans ces domaines-là, avec ce type d'articles, ce type de références. Pour la recherche, pour l'étude bibliographique, c'est pas très très performant. Moi, j'ai testé sur des sujets très poussés, des réponses très bateaux et très génériques. Hein. Oui, aussi pour écrire les codes pour nos idées, par exemple, j'ai dit écrire les codes pour ces méthodes-là. C'est pas vraiment. Il y a plusieurs erreurs, mais c'est jamais arrivé d'avoir un bon code pour une méthode avancée. Pour une méthode basique, je pense que ça, c'est ce qui va changer dans le futur. Parce que quand ils vont continuer à augmenter le paramètre du modèle, ça va augmenter en quelque sorte sa qualité. Alors, c'est plus compliqué que ça, mais en quelque sorte. Et on le voit d'ailleurs par rapport. Moi, j'utilisais déjà avant GPT-2, par exemple. J'ai déjà eu. Bon, c'était pas aussi ouvert, ça, c'était pas comme ChatGPT, mais la qualité n'avait rien à voir en termes du temps de réponse. Là, on a une qualité de réponse qui est très générique. Si tu vas sur tes thématiques, moi je suis allé sur de la recherche fondamentale, numérique responsable, et là il est perdu. Hein. C'est une réponse très générique. Oui, exactement. C'est Google Bart, c'est le modèle de Google qui va arriver. Dans sa présentation, elle a indiqué que c'est bon pour la recherche parce qu'il va faire un apprentissage sur le Google scolaire. D'accord. On va voir. C'est quelque chose qu'il a dit. Nous, on se retraite. Je pense pas. Ça va aller vite dans la C'est une question pratique. Si je détecte ChatGPT, qu'est-ce que je fais là? Comment tu vas le détecter? Avec zéro GPT, par exemple. Et s'il me dit c'est 100% fait avec. Je sais même pas si zéro GPT, je suis. Oui, mais j'ai très performant pour détecter. Oui, j'ai demandé parce que une fois j'ai écrit, j'ai ajouté 2 erreurs sur ça. Il a dit ça. Il a dit non. Mais sur la plateforme Turnitin, que j'ai essayé plusieurs fois hier, les jours avant. C'est très efficient. Et avec aujourd'hui de mettre ChatGPT dans les auteurs. Il va falloir, peut-être. Est-ce que l'an prochain, on rajoute ça au règlement des études? Moi, je sais qu'en bachelor. Dans ChatGPT, il peut te paraphraser ce qu'il a. Tu fais paraphrase, to not be detected by plagiat, et il réécrit lui-même, il réécrit de telle sorte à ce qu'il ne suit pas les templates habituels. Oui, tu fais ça et tu Ils ont écrit certains programmes, je ne sais pas si c'est sur ton cours ou c'est sur le cours de Charles Alexis. Il y a des étudiants qui ont généré leur programme directement sur ChatGPT, ils ont poussé directement le. Moi, j'ai plein d'étudiants. J'ai eu quelques échos, enfin voilà. La décision exceptionnelle que j'avais prise, c'est lors de mes examens. J'ai interdit. Moi, j'autorise depuis toujours, lors de mes examens informatiques, Internet, parce que j'estime qu'on a le droit pour du débugage, etc., parce qu'on a le droit dans le monde professionnel.
C'est la manière dont je fonctionne. Et exceptionnellement, j'ai bloqué l'accès à ChatGPT. J'ai demandé au service informatique de bloquer l'accès à ChatGPT pendant l'examen. Pourquoi? Je n'avais pas eu le temps de voir ma méthode pédagogique à jour parce que c'est tombé en plein milieu de mon cours, en fait. Mais là, mes prochains cours, je suis en train de les mettre à jour. Ce sera mis à jour. Et pareil pour mes examens. Ils auront le droit d'utiliser ChatGPT à l'examen. Donc, ils ont le droit, mais parce que ce sera vraiment différent. Ça fera appel à la réflexion, justement, Oui, c'est à nous à de nous l'oral. adapter par Et on va. Mais en fait, je pense que c'est pour ça, c'est vraiment important d'échanger au moins 15 minutes avec vos étudiants et de leur dire ce que vous attendez d'eux par rapport à ces outils. Parce que même eux, ça va leur. C'est important pour qu'ils adoptent l'outil correctement. C'est de prendre le temps Oui, mais d'échanger sur à ce tes sujet. matières, sur des matières informatiques, tu peux avoir, et sur des matières un peu plus générales, c'est un peu plus compliqué. Oui, mais pour ça, par exemple, dans ce séminaire que j'ai participé, une personne propose ce type d'évaluation. Elle dit, pour les élèves, il n'y a pas de problème qu'ils utilisent ChatGPT. Mais si on demande pour, par exemple, l'évaluation des élèves, pour faire une présentation, qu'est-ce qu'il apprend pour ChatGPT? S'il l'apprend, il n'y a pas de différence de ChatGPT à un livre. S'il pour le présent, ça veut dire qu'il comprend. Et pour nous, c'est suffisant. On n'est pas. C'est un peu difficile aujourd'hui de donner devoir à faire chez eux. On doit, pour l'évaluation, on doit dire OK, tu dois faire ça et après tu dois faire une présentation. Comme ça, Moi, je m'inquiète plus par rapport à l'effort de rédaction, notamment sur les rapports de projet et les rapports de stage. Voilà. Ils ne feront aucun effort de rédaction. Peut-être qu'on sera amené à réduire, on ne va plus leur demander 50 pages. Bah, fais 5 pages, ça suffit. Par contre, ta soutenance va durer 1 heure. Voilà, oui. C'est pour les membres du jury. Et qui prouve qu'ils ne vont pas encore générer une présentation. Ils vont la prendre par cœur la veille. Ils vont la générer par GPT. Aujourd'hui, Génère-moi une présentation. on a le même problème Ils vont la par prendre exemple, après. sur les langues étrangères, sur l'écrit. Tu génères un speech. 18, mais quand il a fait présent, il regarde de 2 ou 3. Comment on fait ça? La veille de la présentation, tu vas pas C'est type L, il la prend par cœur. Il y a le logiciel, Tu ne peux pas lui dire que ce n'est pas ton discours. Oui, c'est type L. Ah, la présentation, c'est trompé. Il va dire en conclusion, résumé à l'intitulé. Il faut juste dire aux élèves qu'on n'est pas dessus, quoi. On sait très bien que ça existe et qu'ils l'utilisent. Très bien. On va laisser valider. Chez eux, c'est Parce que là, ils nous prennent pour des jambons, les élèves, quoi. Tu fais ça en secret, mais ils nous le disent, quoi. Vous savez que des fois qu'on fait, quoi. Si je peux me permettre un commentaire côté distanciel. Donc, Michael Ripoll, il y en a déjà qui me connaissent parce que je suis un ancien étudiant et je suis enseignant en cybersécurité côté campus Aix. Moi, c'est un outil que j'ai pas mal utilisé. Alors, déjà, merci beaucoup Théo et Pejman pour la présentation, c'était intéressant, très intéressant même. Moi, c'est un outil que j'ai beaucoup utilisé, notamment pour m'aider à synthétiser des informations. Et c'est comme ça que je l'utilise beaucoup. C'est pour comme un Google amélioré en fait. Et très tôt, j'en ai parlé aux étudiants. Je leur ai même fait quelques Easter eggs dans mes présentations, justement, pour voir qui allait être attentif ou pas. Et je rejoins ce que Théo disait, je leur en aurais parlé très tôt. Je leur ai expliqué les avantages, les inconvénients de ce que j'avais pu identifier en amont. Et également, selon moi, l'usage que je leur recommande de faire avec l'outil, et notamment ne pas s'appuyer dessus aveuglément, et au contraire s'en servir comme une base de recherche plus simplifiée, plutôt que de chercher pendant des heures et des heures. Ben voilà, on demande à une intelligence artificielle de nous synthétiser des informations, tout en leur mettant en avant que ce ne sont pas des professionnels, donc ils n'ont pas ce regard critique que vous et moi, on pourrait avoir sur un retour de ChatGPT, et sur le fait que nous, on va tout de suite remarquer s'il y a quelque chose qui nous paraît complètement faux ou aberrant. Et je crois que c'est Moïse qui disait, qui parlait de la partie réduire le mémoire et augmenter peut-être la durée de la soutenance. Personnellement, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée, dans le sens où apprendre par cœur une soutenance pour compenser le fait que voilà, elle est plus longue et je la fais faire par ChatGPT, je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose, car tous ne sont pas capables d'apprendre par cœur tout un texte sans rien comprendre. En tout cas, parmi les étudiants que j'ai pu voir et que j'ai connus, il y en a très très peu qui en sont capables, voire aucun.
Néanmoins, de mon point de vue, dans le monde professionnel, c'est un outil qui est utilisé notamment par les auditeurs en test en sécurité offensive, ceux qui font les tests d'intrusion. C'est un outil qui est très utilisé. Je trouverais très dommage de limiter l'usage de l'outil dans le cadre des études, étant donné que dans le monde professionnel, ils vont s'en servir. Donc on ne pourra pas les empêcher de s'en servir plus tard. Ce serait contre-intuitif pendant les études de ne pas s'en servir. Néanmoins, un cadrage est nécessaire et alors, soit chaque enseignant peut justement faire un discours de 15 minutes au début de sa matière pour parler de ce qui est attendu et comme on le disait, on sait que ça existe, on n'est pas dupe. Ou on pourrait avoir aussi une unique présentation faite de façon collégiale par des gens qui l'utilisent et qui savent s'en servir, parce que j'imagine que nous, en informatique, c'est facile de dire on explique ChatGPT, on s'en sert tous les jours. Les enseignants en sciences s'en servent pas forcément, savent que ça existe, mais voilà, on n'est pas forcément expert sur le domaine, on s'en sert pas forcément. Donc ça peut être intéressant d'avoir peut-être une vraie présentation faite collégiale, une conférence à destination des étudiants qui traite des différentes matières, des différentes thématiques, une thématique science, une thématique IT, une thématique moins IT, peut-être avec les greux, mais là, c'est pas ma spécialité, loin de là, pour justement les prévenir et également, au travers de cette prévention, contrôler l'usage qu'ils en auront par rapport à ce qu'on leur met en avant. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais c'était mon avis sur le sujet. Et encore merci pour la présentation. Parce que là, est-ce qu'il y a quelqu'un du GRE qui a déjà utilisé ça? Ouais. Dans les étudiants, je ne sais pas. Oui. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Ils sont fiers de C'est sûr. Oui, mais ce que Un GRE. disait Mickaël, effectivement, la soutenance, pas du par cœur, Mickaël, mais passer 2 heures à leur poser des questions. Nous, on fait des soutenances là, Oui. en sciences. On sait très bien la question qu'il faut poser pour savoir si les jeunes ils maîtrisent. De toute Et façon, puis, on le voit tout de suite. Ok, merci, c'est fini pour toi. de toute façon, on va vers une approche compétence. Ça va être plutôt. Il y a des écoles qui ont prévu ça dans le cursus de présenter l'outil et leur dire dans quel cadre ils ont le droit de l'utiliser et dans quel cadre ça ne leur rend pas service. Voilà. C'est dans les formations, oui, ils ont prévu ça. Ce qui est difficile avec les plus jeunes, nous on travaille avec les RG 1, 2, donc ont 18-19 ans, forcément ils voient la facilité. Ils sont immatures au possible, et donc ils vont, eux, tout de suite, s'il y a un moyen de tricher, ils sautent dedans. C'est normal. Mais que les plus anciens, j'ai 3, 4, 5, qui sont déjà dans le métier, ils ont plus de recul, plus de bagage. Donc il y aura peut-être un côté éducation à leur faire faire. Mais... Aujourd'hui, dans un lycée aussi, on a plusieurs problèmes au lycée. Oui. Les élèves l'utilisent. Mais ça fait la une de la presse, là, des élèves, des lycéens donc, du contrôle continu qui comptent pour le bac. Oui. Ils ont des 17 et des 18 sur 20, parce que c'est ChatGPT qui leur fait leur devoir. Donc, quid des mentions après qu'ils ont dit, enfin, ça va être n'importe quoi. Spécialement, c'est pour la performance sur le sujet de philosophie. C'est très avancé, ChatGPT, sur le sujet de philosophie, les bons articles. On faisait à l'époque, hein. Moi je recopiais ma disserte de philo, je vois en bouquin. Voilà. En fonction de l'humeur du prof, en philo, soit à 18, soit à 4. Il faut revenir aux examens sur papier. Moi, je pense que la partie, en partie. Quand Internet s'est vraiment démocratisé, que les élèves ont accès à Google, il y a cette question-là, ils ont dû se poser aussi. Ça a été un outil aussi, je pense, qui a révolutionné pas mal de choses. Les recherches, sur mais regardez, moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est la miniaturisation, les éléments collectés, quoi. Ok, ChatGPT, fais-moi mon DS. Non, mais on interdit les smartphones parce que c'est gros, mais il y en a beaucoup, ils ont leur monde connecté. Hein. Oui. Comme il y a du Wi-Fi partout, les surveillantes, elles ne voient pas forcément ça. Quoi. Je pense que cette meilleure évaluation, c'est pas la présentation de projet avec écrire, c'est un peu difficile.
tes devoirs. Alors, de demander d'expliquer les. Oui, c'est sa présentation, elle demande aux élèves, ok. Explique-moi ton Présente, rapport. oui. Tu prends 30 minutes avec l'étudiant, 45 minutes, et tu demandes d'expliquer En mode oral. ces différentes parties de son rapport, de le présenter, et tu vois tout de suite, hein, tu ressens tout de suite s'il a, parce que s'il était ChatGPT, mais qu'il a compris les tenants et les aboutissants, qu'il a modifié, qu'il s'est approprié, très bien. Mais s'il n'a rien compris, qu'il a fait un simple copier-coller, ben, tu t'en rends compte tout de Mais suite. c'est un peu difficile. Moi, je suis tombé dans ça. J'ai un cours, Introduction à la cyber, j'ai 70 étudiants, j'ai donné des projets, c'est des projets identiques, c'est du chat GPT. Mais là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je ramène 70 étudiants, un par un. Ah oui, mais d'accord, en termes de. Oui, ça, c'est. Ah, on est d'accord. Ah non, d'accord. D'accord. Je vous demande aux élèves. En Italie, on ne fait que 2 J'ai jours. donné 10. Oui, mais Karine, tu as raison. Moi, je parlais des projets de fin d'études, par exemple, où là, on doit de toute façon recevoir tous les étudiants. Ouais. Après, ça fait un entretien en plus. On est d'accord. Mais pour les cours, ça va. Tu peux demander aux élèves de faire une vidéo. Tu peux faire une ce que j'ai présentation. fait. Tu donnes voice to text et donnes à ChatGPT d'évaluer 60 élèves. Ah, il y en a peut-être. Tu transformes des vidéos en texte et donnes à ChatGPT. Après, moi, avec un autre groupe, après, qu'est-ce que j'ai dit? Ne m'envoyez pas de rapport, faites une vidéo de 3-4 minutes de vous-même en train de faire, le. C'est pareil, moi j'ai Il faut fait du temps ça. encore. Pareil, quand ils ont un temps de préparation, la vidéo. Tu retrouves les mêmes vidéos à chaque fois, les mêmes réponses. Et on en revient, c'est comme les projets de groupe. En fait, dans un projet de groupe, c'est comme s'il y avait un chat GPT. On sait bien qu'il y en a un qui bosse, un qui suit, un qui fait pas grand-chose et un qui fait rien. Bon, voilà, il y a chat GPT qui doit tout faire. Non, mais et le gros risque, c'est qu'en fait, ils apprennent rien et en termes de compétences, de savoir-faire, qu'on ait la moitié de la promo en rattrapage, parce qu'on se rend compte qu'au final, ils ne savent rien, sauf cliquer sur chat GPT. Ouais, mais là, on n'a pas le choix, c'est une évaluation à l'oral avec Ouais, de multiplier les individualiser les questions après au niveau de l'oral. Alexandra qui a réagi par rapport à l'utilisation de ChatGPT par les étudiants. Donc, Alexandra, c'est une enseignante en GRE. Bonjour à tous. Pas spécialement d'utilisation de ChatGPT du côté étudiant. Oui. Tu peux parler? Tu peux prendre la main. Je peux le reprendre. Merci merci de faire écho à mon message écrit. Oui, je suis enseignante-chercheuse en risque naturel sur Aix. Et en fait, du côté étudiant, c'est vrai qu'ils sont un peu moins enclins à utiliser les outils informatiques de votre côté. Néanmoins, sur des thématiques assez globales, par exemple le biomonitoring et les lacs, j'ai posé la question là, ce matin avec Nicolas Michel, et il vulgarisait très bien le propos. Après, je suppose que c'est ça le piège, c'est que des fois, il vulgarise très bien, donc tu as l'impression qu'il est bon et qu'il connaît le sujet, mais le piège, c'est que tu rentres un peu dans le détail, bah là, ça pêche un peu, quoi, et on n'est pas capable de déceler si on n'a pas un minimum d'expertise scientifique, quoi. Mais c'est un peu ce qui était dit avant, dans la réunion, un peu en amont, hein, c'est que l'erreur, elle n'est pas toujours décelable. Voilà, il ne fait pas de grosses erreurs, donc c'est le problème. C'est presque pire. Donc voilà. Mais par contre, en vulgarisation, il peut être très intéressant. Si on a un sujet, on a assez technique et on a du mal on est habitué à parler avec des pairs, pour vulgariser un public de lycéens ou d'étudiants en première année, je pense que ça peut aussi aider l'enseignant. Voilà comment je le perçois. Il faut surtout, Alexandra, tu as raison, les éduquer à l'esprit critique. Nous, on a beaucoup de mal en première année. Ils prennent pour argent comptant tout ce qu'on leur dit, Oui. y compris le ChatGPT. Et des fois, je fais l'exemple où je leur dis n'importe quoi. Ils prennent note. Hein. Ils font dessus, oui, et ils répètent. Et en fait, on va dire attention, prenez du recul. Et ça vient avec. Et ouais. Esprit critique, essentiel en science. C'est intéressant, hein, d'avoir des faits. Merci. Merci les gars pour cette présentation. Et puis je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci. Merci. Ah, ça se voyait, ouais. Merci, au revoir. Je vais demander à nos étudiants s'ils ont. Je peux aller pour,